Adrien rejoint le parti sans culot. Citoyens, citoyennes, on vous court. Des citoyens propres dans une ville propre, nos enfants nous regardent. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. Citoyen. C'est mon devoir de citoyen. Je ne fais qu'une voix. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Et comme tous les vendredis soirs de 19h30 à 20h, les lundis soirs, qu'est-ce que j'ai dit ? Ah, j'ai dit vendredi, qu'est-ce qui m'arrive ? Lundi soir, bien sûr, de 19h30 à 20h, les vraies voix citoyennes. Oui, non, le week-end est terminé, est bien terminé. En compagnie, vous avez entendu sa voix, vous permettez, je commence par les hommes pour une fois. Stéphane Pellet, bonsoir Stéphane. C'est bien de le faire. Oui, confondre le lundi et le vendredi, c'est sûr que là, je ne sais pas ce qu'il m'est arrivé. Merci Maxime de m'avoir repris dans le casque, pardon. Et Aurélie Gros, bonsoir Aurélie. Bonsoir Philippe David. Est-ce que le week-end s'est bien passé ? Tiens, parce qu'on s'est posé la question au début des vraies voix. Moi, je suis très heureuse ce soir particulièrement puisque vous avez dû voir ça dans la presse, mais Paul Watson a enfin un titre de séjour et une protection de la France. Donc un titre de séjour accordé par décret du président de la République. Et je pense que c'est une belle chose pour ce défenseur des baleines, notamment, mais de l'océan, de la biodiversité. Qui vit à Marseille. Et à Paris. Oui. Voilà, et que j'avais eu le plaisir d'accueillir dans ma ville. Il était venu voir mes élus du conseil municipal des jeunes, puisque c'en était le parrain de la dernière promotion. Et à l'époque, il n'avait pas réussi à obtenir son visa. Et bien maintenant, l'affaire est réglée. L'affaire est réglée, même si le mandat d'arrêt du Japon est toujours en vigueur. Mais il peut au moins se déplacer dans l'espace Schengen et continuer à porter la bonne parole. Eh bien écoutez, c'est une bonne nouvelle. Car sans les océans, il n'y a pas de vie sur Terre, il faut le rappeler. Nous sommes bien d'accord. Voilà, d'une affaire, passons à l'affaire du siècle. Oui, alors ce soir on parle climat et justice, alors que 2023 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée. Les citoyens passent de plus en plus par les tribunaux pour contraindre les gouvernements et les entreprises à tenir leurs engagements climatiques. Plus de 190 procédures judiciaires pour des questions liées au climat ont été recensées en Europe ces 3 dernières années. Et en France, notre affaire à tous est en première ligne dans ces combats juridiques. Et on est ravis d'ailleurs d'accueillir Jérémy Suissa, directeur général de Notre Affaire à tous, qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Et il est directeur général effectivement d'une des associations les plus actives sur le front de la justice climatique, mais pas que. D'ailleurs, il va nous l'expliquer. Alors que les COP défilent d'année en année. Là, c'est au Brésil la dernière. Il faut vérifier que tous les engagements sont tenus, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc bonsoir Jérémy, bienvenue dans les vraies voix citoyennes. Alors dites-nous d'abord en quoi consiste Notre Affaire à tous, parce qu'on a compris que c'était la nôtre aussi. Exactement. Alors nous, et que c'est le nom de votre association. Oui, effectivement, le nom qui a été choisi par les... Ce qui va de soi vu l'émission, passons. Oui. Le nom de l'association, effectivement, qui a été choisi il y a 10 ans, tout pile, cette année, par ses fondatrices. En plus, on fête votre anniversaire, les 10 ans de cette association. Et donc, dans cette histoire qui a démarré en 2015, l'idée, c'était d'utiliser le droit pour obliger... nous, on appelle ça les acteurs systémiques. On pourrait tout simplement dire les gens qui sont puissants, les États, les entreprises multinationales, à nous protéger de la crise climatique et des problèmes environnementaux. Et donc, le droit, à l'époque, était déjà utilisé dans certains cas, mais pas forcément dans tous et pas sur les grandes questions climatiques. Et donc, c'était l'intuition de départ. Et ça avait démarré avec un grand projet qui était celui de faire reconnaître l'inaction ou l'insuffisance de l'action climatique de l'État français. Avec une grande affaire qui a été lancée en 2019, qui a donné lieu à la pétition la plus signée de l'histoire de France. Alors depuis la pétition du plomb, on peut en discuter, mais c'était plus de 2 millions de signataires à l'époque des marches climat, quelques temps après l'accord de Paris. Et 2 ans plus tard, en 2021, et parfois la justice va assez vite, puisqu'en 2 ans, l'État avait été condamné pour insuffisance de son action climatique. Il était condamné à quoi ? À revoir sa copie en matière de climat. Alors ça peut paraître... C'est un vaste programme et d'ailleurs on en a conscience et c'est parce que c'est un vaste programme qu'il faut s'en saisir et qu'il faut agir résolument.
Mais justement, Jérémy Suiza, est-ce que vous pourriez nous donner une définition, parce que c'est intéressant pour les auditeurs, de la justice climatique? Il faut quand même rappeler que l'environnement, d'une manière générale, c'est un domaine dans lequel la justice s'est beaucoup investie. Il y a des systèmes pollueurs-payeurs. Vous vous souvenez, après la Moco Cadiz, les fameuses, comment on appelle ça, quand il y a plein de pétrole partout, les marées noires. Voilà, je cherchais le terme avec malheureusement ces oiseaux qui sont pris au piège, etc., etc. Pourquoi, en même temps, je complète ma question, pourquoi ce domaine est souvent l'affaire des tribunaux? Souvent. Si vous pouvez aussi nous dire d'abord ce que c'est que la justice climatique. Voilà, si on définit un petit peu de ce dont on parle, la justice climatique, vous pouvez le comprendre de deux manières. C'est soit mobiliser la justice au profit de la lutte climatique, soit demander une forme de justice, c'est-à-dire dans le sens philosophique de la justice, sur les questions climatiques. Et là, ça vient charrier davantage de questionnements philosophiques, et notamment des rapports, par exemple, Nord-Sud. Vous le savez, mais je le redis, les plus grands émetteurs et donc les plus grands responsables du problème climatique sont au nord, et les premières victimes sont au sud. Ça, c'est un fait aujourd'hui qui est largement établi. Où est la justice à cet endroit-là? Mais c'est pareil dans nos propres sociétés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à Paris, là, par exemple, les classes populaires, elles sont le long du périphérique, et si on n'est pas à Paris, on est à d'autres endroits en France. Les sites industriels, ils sont dans certains endroits. Qui habite à côté du périphérique? Qui habite à côté des décharges ou des sites industriels? Ce sont les classes populaires. Donc en fait, là aussi, quelle est la notion de justice dans tout ça? Et donc c'est un peu tout ça qu'on essaye de prendre en charge quand on fait des procès, pour que ces questions-là soient traitées aussi d'un point de vue de justice sociale cette fois. Mais comment est-ce qu'on fait? Parce que faire des procès pour inaction climatique, qu'est-ce qu'on reproche par exemple à la France? On a l'électricité la moins polluée du monde. Est-ce que vous faites des procès à l'étranger, par exemple à l'Allemagne qui relance des centrales à lignite et qui fait tout au charbon, comme la Pologne, et qui nous envoie ses particules fines et son CO2 semaine après semaine? Alors, nous, on est une petite quinzaine de personnes, donc on fait ce qu'on peut avec nos moyens déjà. Il se trouve que on a avec nous des gens qui sont experts du droit français, donc on s'occupe de ce qui se passe en France. Je pense qu'il faut aussi bien mesurer qu'en Allemagne, il y a des gens qui font comme nous, et en Suède, il y a des gens qui font comme nous, et aux Pays-Bas, il y a des gens qui font comme nous. D'ailleurs, avant qu'il y ait la condamnation de l'État français, il y avait eu la condamnation de l'État néerlandais, et je vais même plus loin. Au Pakistan, par exemple, il y a des gens qui font comme nous, puisque l'État pakistanais, lui aussi, avait été condamné, par exemple, et avant qu'on réussisse à le faire en France. Donc, dans chaque pays, il y a une lame de fond qui se fait sur ce sujet-là. Nous, on adresse ce qui se passe en France parce que, et j'y viens, l'État français a pris des engagements, s'est doté de lois, a signé des conventions internationales, et donc dans ce cadre-là, est tenu de les tenir. Et donc on demande l'application de ces engagements, parce que je sais que les auditeurs y sont sensibles. Quand il y a des lois, c'est bien de les appliquer. Aurélie Gros? Oui, et on a toujours cette rengaine de dire oui, mais pourquoi en France on ferait plus qu'ailleurs? Mais c'est justement en posant tous les petits cailloux un par un qu'on arrive à faire bouger les choses. C'est pas parce qu'ailleurs ils font n'importe quoi qu'il faut faire la même chose. Donc c'est vrai qu'on ne va pas changer la face du monde, mais le peu qu'on peut faire peut inspirer aussi les autres pays. Donc la rengaine facile de dire oui, mais les autres, ils le font quand même, donc on n'a qu'à le faire aussi, parce qu'après tout, ça ne changera pas la face du monde. Donc je pense que c'est aussi cette démarche-là, et peut-être qu'il y a des rapprochements qui se feront, notamment au niveau européen, de ces associations qui luttent pour la justice climatique, par exemple, ou la justice sociale. Jérémy Suiza. Il y a une chose sur ce point qui m'interpelle beaucoup, et je sais que sur ces ondes, on est sensible à ce sujet. Il y a une forme de défaitisme aussi quand notre seule réponse face à la crise, c'est de dire « mais oui, mais et les autres ?» Et les autres. La France a posé des standards dans plein de secteurs, tout au long de son histoire, et la France a été un phare sur tout un tas de sujets. Pourquoi, à un moment donné, on doit penser petit et se dire « ah mais là, cette fois-ci, sur ce dossier-là, on est trop petit, et donc on ne va rien faire, et on va attendre que les autres fassent à notre place ». Nous, on est persuadés que la France a une capacité d'engagement, et que si la France prend des mesures résolues, d'autres peuvent suivre. D'abord en Europe, et ensuite, une fois que l'Europe aurait des positions ambitieuses, le reste du monde pourrait suivre aussi. Mais pour ça, il faut bien que quelqu'un démarre. Et la France présente sur les 5 continents, donc un pays relativement élargi, car on ne s'arrête pas à l'Hexagone, quand même. Dans quel domaine la France est-elle la plus, je vais utiliser un terme, peut-être un mot, défectueuse ou défaillante?
Écoutez, c'est difficile de donner des bons ou des mauvais points. La France fait pas partie des très mauvais élèves. Mais par exemple, à titre historique, la France fait partie des premiers responsables, historiquement, parce que on a bénéficié de toute cette croissance, de toute cette révolution industrielle qui fait que, historiquement, toutes les particules de CO2 qui sont dans l'atmosphère, on a été à l'origine, principalement, on a fait partie des principaux pays responsables de ça. Donc comment on regarde aussi cette histoire-là et cette responsabilité historique? Je crois que c'est aussi là-dessus que la France doit se poser des questions. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi d'original dans votre action, c'est de dépasser la responsabilité des États, parce que d'ailleurs dans d'autres pays du monde, quelquefois l'État est bien moins fort et présent qu'il ne l'est en France, en engageant des actions contre des sociétés nationales, voire multinationales. C'est là où on rejoint votre combat d'une manière générale, parce que les particules ne s'arrêtent pas aux frontières. Exactement. Et alors c'est vrai que on hiérarchise quand même. C'est-à-dire que donc on est des grands optimistes. Je viens de vous dire, on pense que la France peut continuer à être un phare et qu'elle peut l'être sur ce sujet. Et par ailleurs, on pense que les États n'ont pas perdu leur capacité à contraindre les entreprises multinationales. Mais pour ça, il faut chercher à le faire. En ce moment, en Europe, par exemple, l'Europe s'était dotée d'une loi pour contraindre les entreprises à aller de manière un peu plus dynamique en termes de protection de l'environnement, du climat et des populations à l'autre bout de la planète. Aujourd'hui, on est en train de faire marche arrière. Donc l'Europe avait commencé à se dire, je vais reprendre un peu de pouvoir sur les multinationales et je vais recommencer à imposer des réglementations. L'Europe fait marche arrière, donc nous on reste optimistes, on pense que les États peuvent faire. Mais il n'y a pas que les États qui peuvent faire, les entreprises multinationales également elles peuvent faire, et elles aussi, elles ont des obligations. Vous citiez tout à l'heure cet exemple de pollueur-payeur. Aujourd'hui ça semble naturel à tout le monde de se dire que quand il y a une marée noire, il faut que l'entreprise qui a affrété le bateau, le pétrolier, soit tenue en partie responsable de ce qui s'est passé. Et pourquoi quand c'est du liquide dans la mer qu'on voit avec nos yeux, on trouve ça naturel, et pourquoi quand il s'agit de particules qu'on ne voit plus, et donc qui pose le problème climatique, ça nous semble bizarre d'imaginer qu'il pourrait y avoir aussi un principe de pollueur-payeur sur les fossiles. Vous êtes bien dans les vraies voix citoyennes avec bien évidemment Aurélie Gros et Stéphane Pellet, les coprésidents, et ce soir Jérémy Suissa, directeur général de Notre Affaire à tous. On se retrouve tout de suite après une courte pause. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Je vous remercie d'abord de permettre à des tas de gens de s'exprimer et de leur laisser surtout le temps de développer leur discours. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Retour comme tous les lundis soirs, je ne sais pas qui aurait pu dire vendredi, de 19h30 à 20h des vraies voix citoyennes avec les coprésidents Aurélie Gros, Stéphane Pellet. On a avec nous Jérémy Suissa, directeur général de Notre Affaire à tous. Et je crois que c'est vous qui vouliez prendre la parole, Stéphane Pellet. Oh, pourquoi pas, avec grand plaisir. Non, mais c'est pas grave, on laisse la parole à Stéphane ce soir. Allons-y, monsieur Pellet. J'insiste. Parité oblige, j'insiste. Que disions-nous à l'instant? C'était que votre association qui mobilise des juristes, que ce soit professionnels au sein de votre groupe ou toute une série de juristes aussi bénévoles, avocats, etc., essaie d'obtenir un certain nombre de résultats, disons, tangibles pour montrer que on peut agir et qu'on ne doit pas laisser faire et laisser passer en matière d'environnement. Et puis on reviendra sur ce comparatif intéressant avec la situation américaine. Mais d'abord, dites-nous un peu sur une action peut-être la plus récente, celle qui a concerné ou qui concerne Total Energy. Qu'est-ce que vous obtenez comme résultat ? Qui a été condamné pour la première fois en France le 10 octobre 2025, c'est bien ça ? Exactement. Alors là, il y a plusieurs procès, vous le savez, contre Total, et celui-ci concernait le greenwashing. Et c'est un procès dans lequel on reprochait à Total, notamment par le biais de son changement de nom, de laisser entendre que c'était maintenant un acteur du renouvelable au même titre que des fossiles. Et nous, on se bat beaucoup contre le greenwashing parce qu'en fait, on considère que c'est une pratique qui nous fait perdre énormément de temps. Il y a une question morale. Est-ce que c'est normal de dire qu'on fait quelque chose quand on le fait pas? Mais au-delà de la question morale, il y a une question d'efficacité. Si vous dites que vous traitez un sujet alors qu'en fait vous ne le traitez pas, vous aggravez le problème et pendant ce temps on perd du temps. Et donc c'est ce qu'on reprochait à Total, parce que Total explique notamment au moment de son changement de nom qu'en fait c'est un acteur multi-énergie et qui font énormément de renouvelables, etc. Et nous on explique qu'en faisant ça, ils se rachètent une conscience, sauf qu'aujourd'hui Total est le premier investisseur
investisseurs dans des nouveaux projets fossiles et que l'immense majorité de son investissement, 75-80%, ça dépend des communications de Total, repose sur chercher des nouveaux projets de pétrole ou de gaz. Donc nous on considère que ça c'est pas possible. Ça c'est la publicité qui serait presque pour ainsi dire mensongère, mais ils ont été condamnés à quoi et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça? Alors aujourd'hui ils ont été condamnés à retirer un certain nombre de publicités qui faisaient croire aux consommateurs que en fait c'était ok, Total Energy c'était une entreprise qui allait dans le bon sens. Aujourd'hui Total ne peut plus dans ses nouvelles communications prétendre être un acteur de l'énergie durable. Aurélie Gros. Dans vos prochaines batailles, vous allez vers d'autres multinationales, j'imagine, mais aussi les banques. Absolument, on a 2 procès en cours contre la BNP, parce que là c'est pareil, voilà, le nerf de la guerre, vous le savez, c'est l'argent, et en France on a aussi des acteurs financiers qui sont très puissants, donc je reviens aussi à cette capacité de la France à un moment donné à montrer l'exemple. On a parmi les banques les plus puissantes du monde. Il y a quelques banques dans le monde qui ont décidé petit à petit de se retirer de certains secteurs, et d'ailleurs la BNP a décidé aussi de se retirer d'un certain nombre de secteurs, le charbon, etc. Eh bien nous on explique qu'aujourd'hui, avec ce qu'on sait scientifiquement, ce n'est plus sérieux, quand on est une banque, de continuer à rendre possible tous ces méga projets qui posent des problèmes climatiques au dernier degré, et que la responsabilité d'une banque, c'est aussi de ne pas financer des projets climaticides. Mais ça vous sert aussi à alerter quelque part un petit peu le consommateur à travers ces procès, puisque tout le monde choisit sa banque. Généralement, on choisit sa banque parce qu'elle est dans sa ville. On ne regarde pas forcément ce que la banque fait de notre argent. Parfois, c'est la seule qui accepte de vous donner un crédit alors que les autres ne veulent pas. Exactement. Et alors que parallèlement, il y a des banques qui se créent. Je pense à Green Got, qui sont des banques uniquement qui réinvestissent l'argent dans la protection de l'environnement, si je ne me trompe pas. Donc, mais c'est vrai que le client, lui, ne regarde pas les projets de la banque. Donc ça vous sert aussi à alerter le consommateur. Évidemment que les consommateurs ne peuvent pas décortiquer tous les bilans des banques, et donc on a besoin aussi, à un moment donné, d'envoyer des messages clairs sur le fait que les banques doivent proposer des offres qui soient cohérentes avec les valeurs des citoyens et des citoyennes. Si vous n'avez aucune banque qui vous propose de faire avec votre argent des choses qui vont pas contre l'intérêt de vos enfants, vous êtes piégé. Tout comme si vous voulez faire moins de déchets, mais qu'on vous propose que des produits suremballés. C'est la même chose. Et donc on fait aussi un petit peu la guerre à ces entreprises, à ces multinationales, pour que, à la fin, leur comportement permette aussi aux consommateurs de consommer dans le sens de leurs valeurs. Et alors, comment vous êtes structuré? Parce que vous vous attaquez à des multinationales. Vous, votre association, vous avez, j'imagine, quelques salariés, mais vous avez aussi beaucoup de bénévoles. Et quel est l'engagement de la jeunesse par rapport à tout ça? Parce que c'est un sujet qui est beaucoup porté par la jeunesse. Effectivement, aujourd'hui, on a un certain nombre de salariés, mais on reste petit. On est entre 10 et 15, suivant les périodes. Donc, vous voyez, un peu pour tous les chantiers qu'on ouvre, c'est peu. Mais historiquement, et nos premiers projets, dont l'affaire du siècle, avaient été conçus par des bénévoles, des étudiants, des étudiantes en droit, des avocats, des anciens magistrats à la retraite, des juristes d'entreprise, qui ont envie d'utiliser leur savoir juridique au profit de causes qui leur sont chères. Et donc on s'est toujours structuré aussi avec de l'appui bénévole, et j'en profite d'ailleurs pour remercier les avocats, les étudiants et les étudiantes qui viennent appuyer de leur savoir toutes les actions qu'on peut porter. Aujourd'hui on s'est professionnalisé, mais on est trop peu nombreux pour ne pas avoir besoin de cette aide précieuse. Donc on fait un appel au bénévolat. Nous, on est toujours les juristes qui souhaitent venir s'engager sont toujours les bienvenus à notre affaire à tous. Mais d'ailleurs, je complète. J'imagine que vous faites appel aussi au mécénat de compétences des entreprises. Alors, en faisant attention que ne soit pas Total qui vous propose son avocat. Ça nous arrive, mais c'est vrai que le cœur de notre métier, c'est du juridique, et qu'on a la chance effectivement d'avoir assez naturellement des juristes qui, en leur nom, viennent nous voir et nous proposent même parfois des idées. Mais c'est quoi est-ce qu'il y a un délit d'inaction climatique, ou comment ça se passe au niveau juridique? Non, parce qu'en fait, on n'a pas forcément besoin d'avoir un délit spécifique. C'est-à-dire qu'il y a des choses très claires en France, et d'ailleurs en droit international plus généralement. Quand vous prenez un engagement, vous devez le tenir. Et donc, en fait, par exemple, dans l'histoire de l'affaire du siècle, la France avait dit, sur les prochaines années, on va émettre tant de CO2. Je vous simplifie l'équation. Et sur les années concernées, la France n'a pas émis ce contrat-là, mais beaucoup plus. Et donc, on est allé devant le juge pour demander une réparation.
de ça. Et donc l'État a été condamné sur les années suivantes, et vous me demandiez par exemple les effets que ça pouvait avoir. Sur les années suivantes, l'État a dû revoir sa copie à la baisse pour émettre moins et compenser d'une certaine manière ce qui avait été trop émis. Mais là, c'est un engagement simple que l'État avait pris lui-même, tout comme l'État a choisi, par exemple, de signer l'accord de Paris. Et quand vous choisissez de signer l'accord de Paris, eh ben, il y a un certain nombre d'obligations dans l'accord de Paris qui vous engagent. Mais alors, il y a un grand principe actuel en droit, c'est la compensation. Est-ce que c'est un principe qu'il faut porter longtemps encore, parce que finalement, ça exonère d'une certaine manière d'une responsabilité, et ça devient à nouveau qu'une question d'argent. J'explique en 2 mots. Vous polluez, mais vous pouvez pas faire grand-chose, donc vous payez. Donc c'est les fameux certificats d'économie d'énergie, etc., etc. Vous compensez chaque fois par un chèque fait, bon, bien sûr, en faveur des actions pour le climat. C'est la moins bonne des manières. C'est-à-dire que c'est trop tard. Quand on aura brûlé toutes les forêts, on aura beau replanter des arbres, on aura un vrai problème. Et d'ailleurs, on l'a actuellement. Et donc, ça, c'est un des leviers, mais il y en a d'autres. Et dans la plupart des procès qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est un changement de comportement. Donc on demande à BNP, par exemple, d'arrêter de financer des projets liés à la déforestation, et on demande à Total d'arrêter d'investir dans les énergies fossiles pour se concentrer, s'ils le souhaitent, et c'est leur droit d'entreprise, mais c'est pas à nous de leur dire ce qu'ils doivent faire. En tout cas, ce qu'on veut, c'est qu'ils arrêtent de faire ce qui est nocif, parce que c'est ça la véritable contrainte qu'on souhaite. Mais est-ce qu'il n'y a pas une question qui se pose, que si l'État est condamné parce qu'on produit trop de CO2, il va peut-être devoir dire à un investisseur étranger qui veut faire une grosse usine en France, venez pas chez nous, allez en Allemagne, allez en Suisse, allez en Belgique, allez en Italie. Ça dépend quelle usine et ça dépend comment. Si c'est pour faire une usine de fossiles, oui. Si c'est pour faire des puits de pétrole, par exemple, je dis une usine de fossiles, c'est là que je voulais en venir. Si c'est un Shell qui veut venir faire des puits de pétrole en France, oui, ils sont pas les bienvenus, non, c'est clair, on l'assume. En revanche, si c'est pour produire, je sais pas moi, des petits véhicules électriques légers qui seront peut-être à moins de 30 000 euros, parce que vos auditeurs le savent peut-être, la Renault 5, elle est à 30 000 euros électrique. Évidemment qu'il y a plein de foyers qui peuvent pas se la payer. Donc si un jour un industriel français, et peut-être qu'on sait faire des voitures sur le territoire français, se disait, et si je me mettais à produire des véhicules sur le territoire français qui sont à portée du portefeuille des Français, peut-être que là, ce serait plus intéressant comme discussion. Enfin, au prix du salarié chinois, il n'y aura jamais une voiture française compétitive par rapport aux Chinois. On est absolument d'accord là-dessus. On est absolument d'accord là-dessus. Il faut tout revoir, du protectionnisme, des droits de douane, etc. C'est un débat permanent sur l'Europe. Ce qui vient d'être dit, c'est que dans la mesure du possible, il faut s'approcher de standards européens. Vous savez qu'on a mis 20 ans sur les normes en matière d'agriculture biologique, mais que finalement on y arrive, parce que pour l'instant il y avait énormément de distorsions. Les agriculteurs français avaient des normes bien plus strictes, par exemple. C'est encore le cas aujourd'hui. Non, c'est en train de les normes ont été adoptées. Ça va mettre encore un peu de temps, mais voilà. Et alors, par rapport au territoire, au terrain, ce qui se passe dans le territoire, vous soutenez des actions locales où vous venez en conseil vis-à-vis de problèmes plus spécifiques sur le... Ou d'élus locaux, par exemple. Ou d'élus locaux, par exemple. Absolument. On a notamment obtenu l'abandon d'une maison de retraite de luxe sur un territoire protégé du bassin de Lacanau, vers Bordeaux. Mais on s'oppose aussi, et on est devant la cour d'appel de Toulouse sur le projet d'A69. On s'oppose. Je rappelle, c'est l'autoroute qui va de Toulouse à Castres, la 69. Exactement. Important à Sud Radio. Oui, parce que tout le monde le sait pas. À Saint-Omer, on connaît pas la 69, à mon avis. On connaît la 1, mais on connaît pas la 69. Absolument. Un projet d'autoroute dans le sud qui coûtera très cher à ses usagers et sur une toute petite portion, et qui par ailleurs coûte très cher en terres agricoles et en espaces naturels qui sont consommés et détruits par ce projet. Voilà. Ou l'extension d'aéroports, comme par exemple l'aéroport de Beauvais. Ah oui. Alors, allez, 5 minutes, même pas, 1 minute d'avocat du diable. Et donc, si on vous dit, oui, mais finalement, toutes ces actions sont surtout porteuses de renoncement, entre guillemets, comment on fait pour quand même mobiliser tout le monde pour que, on continue d'investir, on continue d'entreprendre, on continue d'élever des bovins, enfin bref, en France, comment on continue à avancer? Nous, on demande que ça, c'est-à-dire que là, on vient d'obtenir, par exemple, la refonte de
la révision de l'ensemble des autorisations de pesticides. Nous, tout ce qu'on demande, c'est que les chercheurs en France, et on a des excellents chercheurs, l'État a tout un tas d'agences qui sont à la pointe de la recherche, que cette matière grise-là, elle soit mise en soutien des agriculteurs et des agricultrices pour réussir à produire plus efficacement sans avoir besoin de choper des cancers à cause des pesticides. Et ça, c'est possible, mais il faut mettre la matière grise au bon endroit. Bon, finalement, c'est bien notre affaire à tous. C'est notre affaire à tous et on a une arme qui est pacifique, c'est apparemment le droit. Donc il faut le dire aux auditeurs. Et comment on peut vous aider ? On peut vous rejoindre, on peut faire un don ? Vous pouvez nous rejoindre, et d'ailleurs on n'a pas besoin que de juristes, on a aussi besoin de gens qui ont plein d'autres compétences, donc on sera ravis d'accueillir tous les gens à qui notre manière de travailler plaît. Vous pouvez aller sur nos réseaux sociaux, partager aussi des actualités, et ça on en a besoin, parlez-en autour de vous. Vous évoquez une manière pacifique, et c'est vrai, on croit que le droit aussi c'est le lieu où on peut échanger des arguments de manière rationnelle, sans se foutre... Merci beaucoup. Donc notreaffaire-à-tous.fr. .org. Merci beaucoup, notreaffaire-à-tous.org. Merci beaucoup Jérémy Suissat, directeur général de Notre Affaire à tous. Merci Aurélie Gros, merci Stéphane Peulet. On se retrouve lundi prochain. Tout de suite, dans On ne vit pas de la même France, Magali Berda reçoit Nathalie Andréani, candidate de TV Réalité, actrice de films pour adultes, et Fatima Ben Omar, militante féministe, présidente du collectif Coude à Coude, sur ce thème. Faut-il interdire des plateformes comme Mime ou OnlyFans en France ? Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.